Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous voici déjà arrivés à notre 5e rencontre avec l'eurodéputé vert Philippe Lamberts. Bonjour. Bonjour. Philippe Lamberts, eurodéputé, adepte d'une écologie politique, c'est-à-dire beaucoup plus large que la défense de l'environnement, auteur d'un livre Parler de la politique à table, oser parler de la politique à table, et on voit que notre interlocuteur, effectivement, ne manque pas d'audace et de franc-parler. Vous nous avez, dans une précédente émission, parlé de votre rôle et du rôle de l'Europe. Alors, vous avez abordé, à partir de toute votre expérience, un concept que j'avoue n'avoir pas rencontré avant de le découvrir chez vous, c'est celui de post-croissance. Alors, la croissance, la décroissance, la croissance douce, bon, ce sont des termes qu'on entend toujours, on ne sait pas toujours très bien ce qu'ils recouvrent. Vous avez dit, je pense, dans une première émission que la croissance indéfinie était tout à fait suicidaire, si on peut dire, tout à fait. Pour la planète, pour la planète et pour les êtres humains. Alors la décroissance, c'est vrai que ce n'est pas un concept extrêmement porteur, enthousiasmant. Alors vous parlez de post-croissance. Est-ce que vous pourriez revisiter un peu ces trois termes? Alors la croissance aujourd'hui, c'est le Graal de la politique, c'est le Graal des économistes. Moi, je dis souvent que les églises chrétiennes ont été remplacées dans le rôle de justification du pouvoir des puissants par l'église des économistes néoclassiques aujourd'hui. Ce sont eux le clergé de la pensée unique et qui nous font croire que la croissance est le bonheur. Donc en fait, quand vous dites le mot croissance, d'abord, la plupart des gens ne savent même pas de quelle croissance on parle, c'est la croissance du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la valeur monétaire de tous les échanges sur une année, enfin sur une période de temps donnée. Et donc, de grâce que revienne la croissance. Et encore, il y a quelques années, on disait croissance inclusive, intelligente et soutenable. Aujourd'hui, on dit il nous faut de la croissance. Oui. Comme disait Sarkozy, on va aller la chercher avec les dents. Mais cette croissance, je veux dire, est tellement identifiée avec le bien-être que quand on dit décroissance, on pense à abaissement du bien-être. Mais cette croissance, il est vrai que lorsque vous partez de rien, ben, si vous voulez mener une vie digne, il vous faut vous vêtir, vous nourrir, habiter quelque part, vous déplacer. Et tout ça fait qu'il y a une dimension matérielle qui produit des échanges monétaires. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que, eh bien, il y a un lien entre le revenu par habitant et le degré de bien-être jusqu'à un certain point. En effet, parce que l'homme est un être concret, tangible, pas désincarné, et donc on a besoin de choses matérielles pour mener une existence digne d'être vécue. Et donc ces choses matérielles sont échangées, pas seulement, mais donc ces choses sont échangées sur des marchés, et donc ça produit des échanges monétaires, et on constate expérimentalement un lien entre le produit intérieur brut par habitant et le bien-être jusqu'à un certain point. Et puis, au-delà de ce point, en fait, vous pouvez augmenter de manière quasi infinie le revenu par habitant, vous constatez que le bien-être ne progresse plus. Et donc, dire qu'il n'y a pas de lien entre la dimension matérielle et une vie digne, c'est faux. Mais dire qu'il faut poursuivre une croissance infinie, c'est aussi faux. Est-ce que la croissance, ce n'est pas simplement consommer toujours davantage? Ah, évidemment. C'est ça. Et donc, on se rend compte, enfin, il faut quand même qu'on se reconnecte avec le réel. Le réel, c'est quoi? C'est que vous et moi, on est des êtres humains qui naissons, qui grandissons, et puis à un moment, on arrête de grandir, en fait. Notre croissance s'arrête. Vous et moi, on mange. Mais à un moment, on a tellement mangé qu'on a assez mangé. Et en fait, si on mange plus, on se porte moins bien. Donc, j'ai dit, il y a un moment assez. Il ne faut pas plus. Et en fait, plus, c'est nocif. Et donc, on doit réapprendre à vivre avec ça. Et on a cette poursuite infinie de la croissance qui voudrait nous faire croire qu'on peut s'affranchir des frontières physiques et en effet être dans le toujours plus. Mais quel sens ça a? Je veux dire, si vous avez un frigo à la maison, peut-être que vous allez en avoir un deuxième. Vous n'allez pas remplir votre maison avec des frigos. Quel sens ça a? Alors on commence à faire des frigos qui durent moins longtemps pour que vous en achetiez plus sur votre durée de vie. Mais à la limite, si sur votre vie, vous avez un frigo que vous remplacez tous les 25 ans, vous ne vous porterez pas moins bien que si vous le remplacez tous les 5 ans. Mais simplement, on va en fabriquer beaucoup moins. Ah oui, mais alors c'est mauvais pour l'emploi. Oui, mais attends. Donc ça veut dire qu'il faudrait fabriquer et consommer toujours plus
pour avoir de l'emploi? Enfin, moi, il me semble qu'on inverse quand même. Dit, hein. On inverse quand même un peu les choses. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a du travail humain? Ben, parce qu'on a besoin quand même de faire des choses pour mener une vie digne. Je veux dire, on a besoin de faire pousser de la nourriture et de la conditionner. On a besoin de personnes pour nous enseigner, de personnes pour nous soigner. Donc, pour que nos sociétés puissent vivre bien, ben, il faut quand même qu'on se bouge un peu, quoi. Maintenant, où est-il écrit, dans quel marbre est-il écrit que pour que tous les hommes vivent une vie digne, il faut que tous les hommes en âge de travailler travaillent 38 heures semaine, 48 semaines par an, 47 années de leur vie. Je veux dire, ça serait quand même un hasard bizarre des lois de la nature, que ce serait pile poil cette quantité-là de travail qu'il faudrait que les êtres humains fassent pour vivre bien. Ben non, en fait, c'est pas ça. La question, c'est combien faut-il que nous travaillions pour que chacun puisse faire sa part et qu'on puisse vivre correctement? Si c'est 48 heures, enfin, je veux dire, si on regarde au 19e siècle, la semaine de travail, c'était combien? 60, 70 heures? On ne sait rien. Aujourd'hui, la norme, c'est 38. Ben, si aujourd'hui, il faut 20 heures, ben, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a plein de temps pour faire autre chose. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est intuitivement assez correct. Je veux dire, l'être humain n'a pas besoin de s'activer en permanence, de s'agiter. Mais pour faire quoi alors? Pour gagner sa vie, soit dit en passant de moins en moins. Mais bref, on est dans un système où la poursuite de la croissance justifie tout, et on ne se pose même plus la question aujourd'hui de savoir, tiens, au fait, quand il y a de la croissance, ça profite à qui? Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces 20 dernières années, aux États-Unis, en Europe, mais quand il y a eu de la croissance, ben, il a profité à une infime partie de la société. Donc quand on dit qu'il faut de la croissance pour relancer l'emploi, ben, d'abord, c'est de moins en moins vrai. Autrement dit, aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qui sont en sous-emploi chronique. Autrement dit, avec notre définition du temps plein, eh bien, si vous allez dans les pays européens qui travaillent le plus, ce sont les pays scandinaves, et en fait, la capacité de travail de la société est utilisée à 75%. Si vous allez en Allemagne, c'est 68%. Si vous allez en Belgique, c'est 63%. Si vous allez en Italie, c'est 55%. Ça veut dire donc que dans un pays comme la Belgique, 37% de la capacité de travail exprimée en équivalent temps plein n'est pas utilisée. Et la Belgique est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'elle n'était il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'en fait, on sait créer les biens et les services dont on a besoin avec beaucoup moins de travail humain, et c'est très bien. Petit problème, c'est que le travail est réparti de manière extrêmement inégale, et les revenus de manière encore plus inégale. Donc ça, c'est la vraie question. En fait, la question du politique, c'est la question de la justice. C'est le fait de nouveau que chacun puisse avoir une vie digne, et donc en effet chacun. Alors nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, toutes les mêmes aspirations. Ce qui fait une vie digne pour vous, c'est une recette qui n'est pas exactement la même que la mienne ou celle de nos voisins. Et donc il y a une diversité d'acception du terme de ce que c'est une vie digne. Mais la société doit quand même faire en sorte que chacun ait la possibilité de la mener. Et ça suppose quand même une répartition à la fois du travail et des revenus qui soit très différente de celle qu'on observe aujourd'hui. C'est ça la post-croissance? La post-croissance, c'est sortir de l'idée que c'est la croissance qui va apporter la résolution des problèmes. Pourquoi est-ce que les politiques sont addicts à la croissance? Mais parce qu'en fait, si la taille de la tarte augmente toujours, vous pouvez, comme politique, promettre plus à tout le monde. Alors, sans dire exactement que c'est beaucoup plus pour certains et un tout petit peu plus pour d'autres, mais vous pouvez toujours promettre plus. Accepter le fait qu'une croissance infinie est une impossibilité matérielle dans un monde physiquement fini, et ça, c'est la thermodynamique qui nous dit ça. On ne peut pas avoir une croissance matérielle infinie dans un monde matériel fini, point. Et ça, il faut l'accepter. Donc, ça veut dire qu'en fait, la taille de la tarte matérielle, elle est finie. Et donc, l'équation à résoudre pour le politique devient celle de la distribution. Et donc, ça veut dire que si je veux que tous les êtres humains puissent mener une vie digne, ça veut donc dire que je dois dire à certains êtres humains, les gars, il va falloir en rabattre sur votre mode de vie, sur vos revenus, et c'est normal. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de gagner 300 000 € par an? Enfin, maintenant, on discute de Publifin, on entend qu'un Stéphane Moreau gagnerait 1 million par an. Est-ce qu'on a besoin d'1 million pour vivre une vie digne? Est-ce qu'on a besoin de gagner 500 millions, ou allez, 500 j'exagère, mais 100 millions, comme certains banquiers ou gestionnaires de fonds d'investissement gagnent pour mener une vie digne? Et alors, évidemment, on se dit, oui, mais ce n'est pas un problème, parce que de toute façon, ça ne nuit à personne. Ben si, en fait, d'abord, ces rémunérations sont le produit d'une prédation à la fois de la nature et des humains, au profit de quelques-uns,
Mais en plus de ça, ça génère, donc non seulement ça affecte le mode de vie, enfin la possibilité pour les gens d'avoir une vie digne, mais en plus de ça, vu leur mode de consommation, ils contribuent et pas un peu à l'empreinte écologique des sociétés humaines. Et donc, pour un politique, aller dire en fait on a un gros problème de distribution, c'est un peu compliqué. Parce qu'il va falloir dire à certains, écoutez les gars, on est allé trop loin dans les inégalités. Et donc on va devoir rééquilibrer. Pour que X, Y et Z puissent mener une vie digne, il va falloir que A et B acceptent d'en rabattre un peu sur le niveau de vie. Et donc, ça c'est l'équation difficile. Et c'est pour ça que les politiques sont addicts à la croissance, parce que ça leur permet d'éviter d'avoir à répondre à des questions compliquées. Et ça, en fait, c'est la question de la démocratie. Mais est-ce que la véritable révolution écologique, ce n'est pas alors une révolution des mentalités? Tout à fait. Tout à fait. Et donc certains, je ne suis pas psychologue, mais disent aussi que la consommation compulsive est aussi alimentée par la peur de mourir. Et quelque part, vivre une vie humaine commence par accepter le fait qu'elle a une fin. Qu'elle a une fin et que donc il y a des limites. Et donc, il faut apprendre à habiter ces limites. Je sais que c'est même pas l'idéologie, mais dans l'imaginaire occidental motorisé par la croissance, il y a cette idée qu'il n'y a pas de limite. Qu'il n'y a pas de limite. Mais en fait, c'est une négation de la réalité. Et si nous voulons bien vivre, je pense que la première condition pour bien vivre, c'est d'être en paix avec notre condition. Avec notre condition qui est limitée. Et ça, c'est vrai que c'est une conversion personnelle. Mais de nouveau, c'est aujourd'hui une conversion à contre-courant de ce qui est véhiculé par la publicité, par cette frénésie de la croissance. Et c'est pour ça que la première étape, c'est de prendre une distance personnelle pour se dire, finalement, je n'ai peut-être pas besoin de cette course permanente. Et en fait, même cette course permanente, au toujours plus, je vais dire, c'est une course qui ne peut jamais être satisfaite. Quand vous parlez avec des traders dans les banques, ils vont vous dire que ce qui compte pour eux, ce n'est pas leur rémunération, c'est le différentiel de rémunération entre eux et leurs voisins. Et donc, ça, c'est une course sans fin, parce que le voisin, il peut toujours courir pour plus, vous aussi, et donc, vous n'êtes jamais rassasié. Et si vous n'êtes jamais rassasié, je ne pense pas que vous pouvez vraiment être heureuse. Et donc, ça, c'est ce changement-là qu'on doit être capable d'impulser à la société. Alors, ceux qui disent, oui, mais enfin, si on n'a plus la croissance, on ne pourra pas rembourser les dettes. Ah oui, parce qu'on a un système monétaire qui est construit sur l'argent qui produit de l'intérêt. Et en fait, l'argent qui produit de l'intérêt, qu'est-ce que ça impose? Qu'on soit capable de rembourser le principal, plus un intérêt, donc il faut toujours plus. Et donc, on peut poser la question, tiens, est-ce que un monde sans croissance est compatible avec un système monétaire où l'argent produit de l'intérêt? Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, si on regarde par exemple dans la Bible, mais aussi dans le Coran, cette prohibition du prêt à intérêt, ces années jubilaires, elles ne sont pas là pour rien. Hein. Je veux dire, ce n'est pas des hasards. Ça traduit des préoccupations liées à la vie réelle des gens. Et je crois qu'on devrait réinterroger, enfin on doit réinterroger le paradigme dominant de nos sociétés. Et ça, c'est pas évident. Je dis, tout le monde n'a pas la chance de vivre à l'orée d'un changement de civilisation, mais ça, c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Et si on n'est pas capable de prendre le tournant, l'humanité peut disparaître. Hein. Elle peut. Eh bien voilà. Je retiens surtout ce que vous avez dit avant cette perspective tout à fait réaliste d'ailleurs de notre disparition, mais on entend bien en vous écoutant au fil des émissions que l'écologie c'est vraiment infiniment plus large que les situations, les problèmes d'environnement, mais que c'est non seulement politique, mais que c'est même aussi philosophique. Alors, absolument. Merci à vous qui nous avez accompagnés aujourd'hui encore, et puis je vous fixe un rendez-vous pour une prochaine et dernière rencontre avec Philippe Lamberts. Merci, au revoir.